c'est tête. Belle bonsoir à tout le monde, bienvenue dans votre émission Tchou pour tête, 33e émission pour ce 191e jour de l'année. Je suis très chic ce soir, dédicace à Lionel Rinan. Entre autres, on avait fait une belle thématique sur la numérologie. Et qui dit Tchou pour tête dit également Saïdi Aïlouich. Nous là, Kachambé, Kagoumé. Kagoumé Toujours. Avec la forme. Ouais. La petite forme ou la grande forme? La fatigue, là, c'est une grosse période, surtout par rapport aux animations avec les enfants. Donc, on attaque ça tranquille, mais c'est stimulant, comme d'habitude. Au combat. Yes, je vois ça. Et qui dit également Tchou pour tête dit un invité de qualité. Et ce soir, ne qu'est pas les dire belle thématique, mais bon, avant de faire la présentation, on va d'abord présenter l'invité. Bonsoir mon invité. Bonsoir Zouk TV, bonsoir les amis, ravi d'être là avec vous. Tout d'abord, la bienvenue. Merci beaucoup. Ce soir, on va parler d'une thématique où Ulrich, tu vas annoncer, tu vas faire une petite introduction par rapport à cette thématique. Laurent peut un peu se présenter quand même, dire. Ah oui, un petit peu quand même. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait? Laurent alias Moses, éducateur populaire. Je travaille en tant que éducateur et comment je pourrais dire ça, activateur d'intelligence collective. Je travaille principalement dans les établissements scolaires. Je travaille également en fait avec la PJJ, donc la justice des mineurs, mais aussi au niveau du centre pénitentiaire de Ducos sur certaines actions. Donc voilà, je vais à droite, à gauche pour discuter, écouter la parole des gens et réfléchir avec eux sur des thématiques qui concernent la vie en société et surtout le pays dans lequel on vit, la Martinique. Donc dans les milieux du social. Ouais, socio-éducatif, ouais, pour être plus précis, ouais. Donc voilà, donc l'écoute, la transmission, chercher des solutions. Ouais, déconstruire, construire, imaginer, se projeter et puis surtout créer aussi. À la recherche de nouveaux paradigmes. Ah, toujours. Là où les autres voient des frontières, moi je vois l'horizon. Ça commence bien, ça commence dans la poésie. Dédicace à Frida Kahlo. Donc voilà. Donc maintenant, on peut faire notre introduction. Là, on peut y aller. Bon, ça n'a échappé à personne que le mois dernier, on a été confronté à la problématique du vote. Concernant les européennes, ensuite législatives. Bon, sur les 3 dernières semaines, ça s'est surtout concentré sur le Rassemblement national en France, du coup, et à une peur. Enfin, déjà une première chose, c'est que c'est assez étonnant qu'on analyse souvent qu'il ne faut pas faire de l'information dans la peur ou inciter les gens à faire des actes dans la peur. Pourtant, là, en fait, c'est exactement ce qui a été utilisé comme argumentaire pour pousser les Martiniquais à voter. Notamment, bon, je ne parle pas sur le continent européen, en tout cas, sur ce qui se passe en France. Encore une fois, c'est pas ma priorité. Moi, c'est ce qui se passe ici. Donc, ok, c'est ce qui se dessine. C'est, du coup, montons un front pour lutter contre le Rassemblement national. Donc, ce qui fait que, bon, il y a eu une partie, d'ailleurs, au François, malheureusement, pour toi, qui a voté, effectivement, pour le Rassemblement national. Et puis, un deuxième tour avec un député dans la circonscription du Sud du Rassemblement national. Sinon, ce qu'on constate, c'est que déjà, finalement, on dit que du coup c'est le Front qui a gagné, etc. Effectivement, 3 députés sur 4 sont repassés. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a toujours 60% des personnes qui ne votent pas. Et je pense que c'est une information. Je ne sais pas pourquoi, en fait, on veut absolument la mettre de côté. Et faire comprendre que le vote, c'est important, certes, mais en fait, il faut bien comprendre qu'il y a 60% en fait, qui se méfient et qui ne votent pas. Quels que soient, en fait, finalement, les votes qui se font, il y a 60% des Martiniquais qui ne votent pas. Donc, ça pose la question on analyse assez facilement, effectivement, le rapport aux étrangers, par exemple, des Français. Et donc, du coup, la montée, finalement, d'un parti qui est qu'on pense en tout cas qui est raciste et xénophobe, mais est-ce qu'on pose la question du coup de nous, quel est notre rapport finalement aux autres? C'est bien en fait d'analyser qu'est-ce qui se passe ailleurs et de jouer du coup sur ce contexte-là pour pousser par exemple les Martiniquais à être plus citoyens et à participer à la vie de la cité. Ça je veux bien. Mais du coup, est-ce que à travers ça, on remet en question finalement nous nos rapports aux autres? Et c'est pour ça justement qu'on va parler ce soir de cette thématique-là, parce que c'est important quand même d'avoir ce prisme-là et de savoir en fait nous comment on se positionne. Est-ce qu'on peut donner des leçons ou est-ce qu'on peut être un modèle effectivement qui
fera en fait qu'on pourra dire à d'autres peuples, regardez, nous on sait faire, on accueille, etc., etc. On a des communautés qui vivent ensemble dans l'harmonie, etc. Voilà, il faut se poser ces questions-là. Donc c'est important effectivement qu'on en revienne là-dessus ce soir. Et je voulais juste, avant de commencer, qu'on fasse la nuance entre donc le racisme qui part de deux postulats, c'est le fait qu'il y ait des races, qu'il existe des races du coup entre êtres humains, et la deuxième chose, qu'il y a une domination d'une race sur l'autre. Il y a des hiérarchies entre les races. L'autre chose, c'est la xénophobie. La xénophobie, c'est l'hostilité envers les étrangers. D'accord ? Donc il faut quand même faire la nuance parce que je vois effectivement dans certains débats qu'on ne fait pas en fait la distinction entre les deux, alors que c'est deux phénomènes qui peuvent se ressembler, qui peuvent effectivement être collés des fois, mais en fait des fois en fait qui sont totalement qui vont dans des dynamiques qui sont inverses, et pour autant en fait on les colle toujours ensemble. Ou en tout cas on analyse mal qu'est-ce qui est du racisme, qu'est-ce qui est de la xénophobie. Donc c'est pour ça que je voulais en tout cas repositionner la définition et maintenant se positionner sur quel est le rapport des Martiniquais avec les étrangers et les autres. Tu veux ajouter quelque chose par rapport à son introduction ? Oui, je rejoins la présentation concernant bien sûr ce qui s'est joué lors de ces élections, qui est entre guillemets l'une des manifestations les plus remarquables du système politique dans lequel on vit actuellement. Et en effet, l'utilisation de la peur. Je te dirais que je rejoindrais un peu Aldous Huxley, quoi. C'est-à-dire que lorsque tu veux gouverner un peuple, il y a plusieurs leviers pour pouvoir justement l'emmener dans certaines directions et avoir certains types de réactions. Et je pense que la peur du Rassemblement national, c'est à la fois un argument qui a pesé dans cette campagne des législatives. Et en même temps, il y a quand même des contradictions que l'on pourrait analyser d'un point de vue strictement, j'ai envie de te dire, sémantique. Dire qu'il y a eu un front anti-républicain alors que le parti du Rassemblement national est validé par les organes de la vie politique en France, donc c'est quand même un parti politique qui est donc reconnu comme représentant une force politique avec une idéologie particulière, mais qui n'est pas analysé comme anti-républicain, sinon ce serait un parti politique qui aurait été évincé de l'échiquier. Donc le front anti-républicain, c'est un peu un argumentaire, là encore une fois, qui se base sur la peur et qui renvoie finalement tout à chacun à se dire est-ce qu'on doit avoir peur du Rassemblement national ou pas, et si on en a peur, sur quelle base? Et donc la base, oui, en effet, c'est cette étiquette qui colle à ce parti politique, qui est donc l'étiquette du racisme, de la xénophobie, du nationalisme, et donc ramène à des considérations qui sont liées à l'histoire du continent européen et à d'autres territoires. Donc je pense que le mécanisme de la peur, il est vraiment très intéressant à analyser, que ce soit d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif. Et au travers de ce prisme politique, du coup, oui, on se rend compte de l'efficacité du levier. Politique, sociétal, sur beaucoup d'aspects, d'une certaine manière. Clairement. Eh bien, vous avez vu comment ça s'annonce pour cette émission-là, c'est 55 minutes. Accrochez-vous bien, écoutez bien, parce qu'il y aura énormément d'informations ce soir. Et on va débuter avec la première question. La première question, du coup, ce serait comment pour toi se comportent les autres en Martinique? Alors déjà, il faudrait qu'on définisse les autres. Tout à fait. C'est là où on va avoir sans doute, sans nul doute, en fonction de la personne que tu vas interroger, des différenciations, des nuances. Les autres, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un point de vue, sans jouer la sociologie de bas de comptoir, mais en gros, les autres, c'est tout ce qui n'est pas nous. Donc du coup, on se retrouve avec le nous et on se retrouve avec les autres. Donc dans le nous, forcément, on va trouver des caractères qui vont former en fait un groupe où il y aura des ressemblances, voire même des identités, des trucs qui font que le nous est un corps indivisible. Et puis il y a les autres, c'est forcément si je l'analyse d'un point de vue strictement géographique, c'est tout ce qui vient de l'extérieur finalement. Tout ce qui vient de l'extérieur. Et comment on se comporte avec les autres, là j'ai envie de, je dirais que on est à mi-chemin entre du ressenti et également une observation par les faits. Alors comment on se comporte par les autres, faire des généralités, c'est toujours un piège et c'est hyper dangereux.
Il n'en reste que il y a des tendances que l'on peut observer. Moi, c'est des tendances que j'observe sur le terrain lors de mes activités. C'est que le rapport à l'autre est toujours un rapport basé sur des critères d'appréciation. C'est-à-dire d'où tu viens, à quoi tu ressembles physiquement, quelle est ta classe sociale, quel est ton comportement que je vais forcément comparer au mien. Et je vais trouver des points d'arrangement et des points de dérangement. Et en fonction de la balance entre dérangement et arrangement, je vais qualifier ton comportement et dire si finalement il me convient ou pas. Et donc après va rentrer forcément en jeu le mécanisme psychologique, voire même politique d'assimilation ou d'intégration. C'est-à-dire demander explicitement ou implicitement à une personne qui vient de l'extérieur d'abandonner ce qui fait sa singularité pour se fondre dans la masse du nous. Son identité. Ouais. Ou l'intégrer, c'est-à-dire accueillir sa différence en totalité et de faire en sorte que cette différence vienne, comme tu le disais tout à l'heure, en harmonie avec le nous. Et donc, on se rend bien compte que l'assimilation et l'intégration, ça dépend en fait à la fois de la manière dont les individus apprécient ce qui vient de l'extérieur lorsqu'ils vivent dans une île, mais aussi du système politique dans lequel on est régi. Et le modèle américain, nord-américain, qui se targue d'être un modèle, même pas un exemple, un modèle d'intégration, on se rend compte qu'il y a une espèce de superposition des groupes d'individus, et qu'il n'y a pas nécessairement de liant, mis à part ce qu'on pourrait utiliser d'un point de vue politique, c'est-à-dire les caractères de nation, qu'est-ce qui fait peuple, qu'est-ce qui fait qu'on est patriote, et ainsi de suite. Après, pour revenir à la question que tu poses, comment se comportent les autres, tout un chacun pourrait répondre et donner un avis qui pourrait créer une tendance, mais il y aurait forcément une tendance inverse ou opposée. Tu as parlé d'assimilation aussi. Quelle est notre capacité à accueillir, assimiler ou intégrer les peuples? Quelle est notre capacité ? C'est relativement difficile de répondre à cette question, dans la mesure où, déjà, premièrement, c'est comment nous fonctionnons-nous entre nous. Voilà. Déjà. Cette notion de peuple, d'une certaine manière. Cette notion de peuple, rattachée forcément à des notions politiques d'ordre, donc patrie, nation, et ainsi de suite. Et c'est toujours la même chose, en fait. Si tu regardes bien, on le constate, lorsqu'on se retrouve dans l'approche d'une relation entre deux individus, on va toujours te demander, en fait, comment tu te comportes vis-à-vis de cette personne. Mais moi, je pense que la question, le postulat de départ, c'est déjà comment je me comporte avec moi-même. Pourquoi ? Parce que moi-même, je ne suis pas qu'une seule et unique personne, en fait. Si je fais une petite parenthèse de psycho, c'est que le moi, je suis plusieurs personnes en même temps, en fait. Je suis ce que je projette dans l'espace, je suis aussi ce que les autres voient et donc me renvoient comme information de moi-même, mais il y a aussi mon moi intérieur qui des fois est j'ai presque envie de te dire, peut-être des fois en décalage ou en opposition avec ce que je projette de moi-même en fait. Donc je suis pas tout seul en fait. C'est 42 comme dit Yada comme moi. Ouais, moi je sais que moi perso j'ai 16 personnes en haut, tout le monde a sa place, tout le monde a son rôle, quand il y a un conseil de famille, on s'assoit, tout le monde parle, on échange. Je trouve ça très marrant parce que quand je parle de cet aspect-là des choses, les enfants quand ils écoutent ça, dans l'imaginaire d'un enfant, c'est très parlant de se dire un adulte qui dit ou voire même reconnaît que il se parle à lui-même, que c'est pas être fou de se parler à soi-même, d'être en capacité de faire la différence entre ce que je suis et ce que je fais, la manière dont les autres me voient et ainsi de suite. Donc tu vois, notre capacité à accueillir, moi je pense que déjà il faudrait qu'on se pose la question de savoir quelle est notre capacité à accueillir notre propre identité. Accepter soi-même. Déjà. Pourquoi ? Parce que ça va faciliter nécessairement, obligatoirement, j'ai même envie de te dire, le rapport à l'autre. Parce que si tu envisages ta propre capacité dans le cadre d'une relation à l'autre, tu t'oublies en fait. Et donc tu te focuses en fait finalement sur l'autre. Et
comme dit le proverbe africain, en général, dans la relation à l'autre, c'est le plus court chemin pour en apprendre sur soi. Tu suis? Donc, ce que je comprends, que ça peut être compliqué d'accueillir les autres si nous-mêmes, on n'est pas en phase avec nous-mêmes. Clairement. Je pense qu'il y a un moment où, en fait, ce qui va poser problème dans la relation à l'autre, c'est nécessairement ce que l'autre va nous renvoyer en ce qui concerne nos propres contradictions. C'est exactement la même chose lorsque tu vois quelqu'un réussir, mais que toi, tu considères que tu es dans une position d'échec. Ce que l'autre va te renvoyer, c'est finalement l'effet miroir de ton propre échec. Et va se jouer, du coup, le fameux mécanisme d'effet miroir, de comparaison, compétition, et ainsi de suite. Donc oui, c'est ça, en fait. Moi, c'est vraiment un point hyper important. Avant de parler de l'autre, qui sommes-nous? Qui est le nous? Et comment fonctionnons-nous dans le nous? D'ailleurs, par rapport au nous, là, on va parler justement de quelque chose qui est assez complexe dans ce nous-là, c'est qu'il y a le nous qui vivons, par exemple, sur le territoire martiniquais, où il y a des choses qui vont nous rassembler, en tout cas, qui vont aussi nous diviser, mais voilà, il y a le fait de vivre sur un territoire. Et puis, il y a ceux qui ont été, justement, notre diaspora, finalement, qui se retrouvent, par exemple, en France hexagonale, et qu'on continue, par exemple, à toujours appeler, pour certains, en tout cas, négropolitains. Donc, on déconstruit le mot métropolitain, mais on continue à appeler les nôtres négropolitains, parce que qu'est-ce qui ferait, en fait, que ce ne serait pas les nôtres, finalement? Et quand ils viennent justement sur la Martinique, comment on réagit par rapport à eux? Donc, du coup, c'est la question que je te poserai. À ton avis, quel est notre rapport aux Martiniquais d'origine? C'est comme ça que je les appelle, hein, moi, en tout cas, les Martiniquais de la diaspora ou Martiniquais d'origine. Cette question, en fait, quand on l'a évoquée hier, le mot immédiatement, c'est le mot de souche. Tu vois, Martiniquais de souche qui est remonté à la surface. Je trouve ça très... Alors, je souris, pas parce que je trouve ça léger comme terme, mais je souris parce que, en fait, moi, mon expérience en tant que, justement, de fils de Martiniquais et Martiniquaises qui ont pris la décision de quitter leur pays, leurs racines pour aller donner une meilleure vie finalement à ma génération en France hexagonale, nécessairement, quand je suis arrivé ici, ce qui est marrant, c'est qu'on me dit « Ah, tu es rentré, tu es revenu ». Je dis « Mais en fait, je ne reviens pas, en fait, j'arrive déjà ». Puisque le seul lien que j'ai pu avoir, c'est grâce au statut de fonctionnaire de mes parents qui avaient donc cette possibilité de nous faire découvrir le pays tous les 3 ans à raison de 2 mois par année, les fameux congés bonifiés. Et donc du coup, il y a toujours presque, j'ai envie de te dire, ce rapport à l'invisible. C'est-à-dire que tu arrives, tu te sens pleinement... C'est pas plus à l'inconnu? À l'inconnu et à l'invisible. L'invisible parce que, en fait, dans les relations, tu vas pas sentir, en fait, que tu te dis que finalement, d'un point de vue morphotype, je ressemble aux 3/4 de la population nègre, puisque je suis un nègre également. Et tu te dis pas que ça va... tu te dis plutôt que ça va être un accélérateur de relations, d'interactions. Mais tu te dis à aucun moment que ça peut être un frein, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte qu'en sortant du continent, tu as une manière d'évoluer dans l'espace, une manière un langage non verbal et verbal qui va tout de suite te mettre dans une catégorie. Donc ça va rentrer dans un rapport d'intégration alors? Ouais, clairement, quoi. Clairement. Donc moi, en fait, je le dis très sincèrement, j'ai souffert de cela. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé face à des personnes qui ont questionné mon identité. Es-tu martiniquais? Attends, tu bois pas de rhum? T'as pas plusieurs femmes? T'es pas un coqueur fini? Donc tous les clichés, en fait, quoi. Je dis cela parce que, en fait, j'ai eu une discussion un jour au Terre Saint-Ville, assis sur un banc avec un ancien. Il me dit, écoute-moi, pas à boire rhum? Non. Non, madame? Oui. Pas une idée, toi? Non. Mais attends. Tu parles créole? Vite fait. Il me dit, mais non, t'es pas martiniquais. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que je ne pensais pas qu'on me questionnerait cette identité qui, pour moi, est une part intégrante de mon être depuis que je suis né, puisque dans mon rapport à l'autre, de l'autre bord, donc de l'autre côté de l'océan, la première catégorie dans laquelle on me met, c'est « d'où viens-tu » C'est pas « qui es-tu », c'est « d'où viens-tu »
Et le premier mot qui sort, c'est je viens de la Martinique, quand bien même je suis né en France. Donc on te met dans une position dans le cul coincé entre deux chaises. Le cul coincé entre deux chaises, et puis surtout, pour moi, en fait, après, quand j'ai analysé tout ça, déjà dans ma réaction face à cela et dans le regard qu'on posait sur moi, c'est que je me dis, mais en fait, je vis ce que tout étranger à ce pays pourrait ressentir, voire même vit au jour le jour. Et il n'y a pas plus tard qu'un mois, j'ai accompagné à plusieurs reprises une ressortissante jamaïcaine qui faisait donc tout le process d'obtenir titre de séjour. Et donc j'ai passé plusieurs jours, plusieurs matinées au service des étrangers à la préfecture. C'est d'une violence inouïe, les amis. C'est d'une violence inouïe d'être étranger dans un pays, d'être dans une démarche de légalité finalement, et de se voir, traité au travers de documents, de dossiers, c'est très très dur. C'est très très dur. On parlait de Martiniquais de souche. Selon vous, quels sont ces comportements sont-ils propres aux Martiniquais avec cette diaspora? De ce que moi j'ai observé dans mes voyages à travers le monde, et notamment surtout en Jamaïque, le rapport à l'autre, il est à l'identique dans nos populations qui ont été colonisées, déportées, puis après colonisées. C'est que lorsque les nôtres naissent autre part et qu'ils viennent ou reviennent pour vivre au pays, il y a cette mise à distance, ou ce regard ascendant, ou descendant, ou condescendant. Et donc, du coup, clairement, moi j'ai vécu ça même en France hexagonale, en banlieue, c'est-à-dire que j'ai des amis sénégalais, maliens, ivoiriens, qui me disent que quand eux, ils sont des enfants de 2e ou 3e génération, quand ils rentrent dans leur pays d'origine de leurs parents, et donc du leur, ils ne sont pas traités comme des Sénégalais ou des Maliens ou des Ivoiriens. Ils sont traités comme des Africains d'Europe. Mais est-ce que c'est pas à eux, d'une certaine manière, de faire leurs preuves? Ou pas du tout? C'est là la problématique. C'est là la problématique. Tu viens de poser la question de manière très claire. C'est pourquoi j'ai des preuves à donner? Pourquoi aurais-je des preuves à donner de ma volonté de t'intégrer? Déjà, j'ai fait la démarche pas de revenir, d'y aller. Pas de revenir, d'y aller. Mais même d'un point de vue presque, tu vois, j'ai envie de te dire métaphysique, on pourrait dire, oui, je suis revenu en fait sur la terre-mère en fait, puisque c'est la terre de mes parents, c'est la terre de ma lignée ancestrale. En tout cas, en termes de position géographique intermédiaire, puisqu'à la base, c'est plutôt l'Afrique. Mais clairement, qu'est-ce que j'ai à prouver en fait? Et ça, c'est un mécanisme qui est relativement difficile à accepter déjà intellectuellement. Puis aussi, j'ai envie de te dire, même émotionnellement, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. En tout cas, pour moi, ça a été compliqué pendant quelques années. En tout cas, j'ai eu cette discussion-là encore la semaine dernière avec une amie qui, pareil, en fait, qui est venue jusqu'au pays et qui est née là-bas, qui a grandi justement en Hexagone, en tout cas, et qui dit la même chose. Comment ça se fait, en fait, que je dois forcément m'intégrer, faire des preuves? Ou à la rigueur, ok, je fais mes preuves. Donc, par exemple, ça va être par le langage. On fait ses preuves, donc on va essayer. Je bois du rhum. Non, mais parce que elle était avant d'être adulte. Donc, le truc le plus simple, justement, on va prendre le langage. Quelqu'un d'étranger qui va essayer de parler notre langue, il faut voir nos réactions. On se moque. Souvent, c'est une des premières réactions qu'on a, c'est mais c'est pas ça parler, machin. Ah, d'accord, on va t'apprendre, machin. Allez, on va t'apprendre les mots, on va commencer par des jurons. Enfin bref, ce comportement-là, c'est violent parce que du coup, là, c'est quelqu'un qui fait preuve de vouloir s'intégrer, parce que c'est très compliqué de ne pas parler une langue, d'essayer de prendre les codes de cette langue-là pour pouvoir se faire accepter. Donc toi, tu fais ça, tu fais tout cet effort-là, et boum, ce que tu prends, en fait, c'est de l'humour et de la condescendance. Parce que souvent, en fait, les deux vont ensemble, vont de pair. Donc après, quand tu as fait tes preuves et que tu n'es pas accepté, alors que tu as fait tes preuves, comment en fait tu peux te sentir par rapport à ça? Et elle disait effectivement comme toi qu'elle a vécu ça de façon très violente. Elle en a souffert pendant longtemps et que du coup, ça a changé son rapport, par exemple, déjà avec la langue. Parce que si c'est pour qu'à chaque fois qu'elle essaie de faire l'effort et qu'on la rattrape pour lui dire non, tu n'es pas martiniquaise, au bout d'un moment, ça s'arrête en fait. Et après, on se pose la question, comment ça se fait qu'on parle de moins en moins notre langue? Oui, mais on est violent en fait déjà envers les nôtres. Et nous-mêmes, entre Martiniquais, on a aussi ce comportement-là, enfin, ceux qui vivent en tout cas sur le territoire. Donc, par rapport aux étrangers, qu'est-ce qui fait qu'ils doivent faire leur preuve? Alors, comme tu dis, ils ont le même morphotype que nous, ils ont cette volonté-là, il y a des traits culturels quand même qu'ils partagent, mais on leur demande quand même de faire. Donc, si on demande ça, il ne faut pas s'étonner que les autres ailleurs fassent exactement le même mécanisme. Donc, en fait, c'est qui le problème?
C'est des choses, effectivement, qu'il faut, qu'il faut pouvoir... Entre autres, la thématique de ce soir. Voilà. Et du Mais coup, tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser en fait à un exemple qui est criant de vérité aussi, c'est-à-dire que la notion d'identité martiniquaise, des fois, s'arrête aux frontières du pays. C'est-à-dire que quand des Martiniquais vont à Sainte-Lucie, on ne les qualifie pas de Martiniquais, on les appelle les French, on les appelle Français. Et je trouve ça très révélateur finalement, alors que pourtant il y a un lien indicible de connexion, c'est le langage, au travers du créole. Donc théoriquement, normalement, il devrait y avoir une espèce de fraternité ou d'adelphéité, en tout cas de lien commun, mais même le langage, des fois, n'est pas un vecteur d'unité. Messieurs, excusez-moi, par rapport à ce que tu viens de dire pour Sainte-Lucie, selon vous, c'est selon l'attitude ou c'est par rapport au langage? C'est-à-dire que le Martiniquais qui est à Sainte-Lucie, que directement, va le dire le French. Tu vois? Le fait qu'il soit vu directement, qu'il soit catalogué français. Alors, souvent, c'est vu plus comme une sorte de mépris. Hein. Alors, ça dépend de l'attitude que tu as. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver effectivement partout. Quand à partir du moment où tu as l'attitude du touriste, oui, on va t'appeler le French. Quand par contre, tu différemment, parce que justement, des fois, j'évolue justement à Saint-Louis sur la Dominique, quand tu es confondu finalement dans la population et que tu n'as pas cette attitude justement d'être là, prendre des photos, aller acheter des choses, faire du shopping, etc., là, ils ne t'appellent pas forcément le French. Et on rentre en connexion par rapport à la langue. Et c'est par rapport à la langue, ils vont te dire, ah, toi, tu viens, c'est Martinique ou Guadeloupe? Et là, ça change. Mais par contre, quand tu es effectivement dans la posture d'être là comme un étranger touriste, notamment, que tu viens consommer des produits locaux, etc., oui, ils t'appellent le French. Donc je pense que ça dépend de comment tu t'intègres en fait dedans, de l'attitude, de comment tu t'habilles, tu te mouves en fait finalement dans ces choses-là. Je pense, en tout cas, c'est mon avis. Moi, je te rejoins, c'est-à-dire que moi, j'ai des amis Saint-Luciens, en fait, où l'une des premières portes qui a permis en fait de passer la barrière de la langue ou la barrière des identités ou des qualificatifs identitaires, ça a été le fait que je suis presque bilingue en anglais. Donc lorsque je m'exprime en anglais, quand bien même il y a l'accent, il y a une espèce de choc déjà culturel, c'est ah bon, tu parles anglais en fait? Mais non, t'es pas un Martiniquais. Parce que les Martiniquais ne parlent pas anglais, entre guillemets, quoi, tu vois. Et ouais, moi, ça m'a permis de créer des liens hyper forts, en fait, avec des anglophones, ici sur le territoire, mais aussi ailleurs avec eux, quoi. Donc, je pense que tout passe au travers du comportement, en fait, de l'individu. Comme tu te disais, c'est-à-dire, c'est soit tu arrives là avec une posture de touriste, donc de consommateur, donc finalement d'occidental, entre guillemets, pour nous, ici, hein, dans notre rapport à l'Occident, c'est comme ça qu'on le conçoit, enfin, en tout cas, que moi, je le conçois. Et puis, cette posture, des fois, peut-être de voyageur, c'est-à-dire de quelqu'un qui vient sur une terre et qui part à la découverte de ce qui anime cette terre, c'est-à-dire la population, tout ce qui vit, en fait, quoi. Ça peut être le rapport à l'économie, le rapport à l'agriculture, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tout passe au travers de notre propre attitude et notre rapport à l'autre. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du fait, est-ce qu'il existe un Martiniquais de souche? Non. Non. Parce que à ce moment-là, je te reprends la fameuse. Il n'y a pas eu forcément de débat, mais il y a eu des fois des controverses par rapport à ce coureur cycliste qui était blanc, qui est né en Martinique et qui participait au Tour de France. Et qui, tant qu'il était en Martinique, c'était notre coureur blanc. Un petit blanc. Ouais. Et dès il est passé pro et qu'il est allé au Tour de France, on n'entendait plus, comment dire, finalement, de la part des médias français, ce rapport à nous, c'est-à-dire de dire, mais en fait, il est martiniquais. Alors que dès que c'est un noir, on va retrouver dans les médias, en fonction de la trajectoire de la carrière sportive de l'individu, ce rapport à l'origine, ou en tout cas l'identité ou la nationalité. Parce que c'est là où on commence à rentrer dans quelque chose, dans une espèce de mélange entre identité et nationalité. Donc, martiniquais de souche, à mon sens, non. Pourquoi? Parce qu'après, on va rentrer dans quels sont les critères qui définissent un Martiniquais de souche. Parce que sinon, à ce moment-là, moi, je peux dire, étant né ailleurs, mais ayant mes deux parents martiniquais, je suis un Martiniquais de souche. Quoi? Parce que je suis né dans un endroit géographique éloigné de la terre-mère, que du coup, je perdrais cette légitimité, en fait. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut chercher derrière le mot, en fait. C'est qu'est-ce que je mets derrière de souche.
Et finalement, quand je dis cela, est-ce que je ne suis pas dans l'exclusivité ? C'est-à-dire que j'exclus en fait tous ceux qui ne rentrent pas dans les critères que j'ai prédéfinis, qui diraient lui c'est clair, il y a rien à dire quoi. C'est carré, il remplit toutes les cases quoi. Et puis lui, il lui manque une case, il lui manque 2 cases. Lui on va le mettre à côté. Et puis l'autre, vraiment dans le 3e cercle, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc Martiniquais de souche. Si je valide ça, ça veut dire que je valide français de souche. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que je valide américain de souche et que je valide tout un tas de conceptions politiques qui aujourd'hui sont à l'opposé de ma vision du monde. Exactement. Sachant que historiquement, il faut rappeler que à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui peuvent se récupérer cela et se dire qu'ils sont de souche. Les Békés peuvent dire, c'est nous qu'on est de souche, on vous a fait venir. Ensuite, les Kalina, justement, pour ceux qui peuvent en tout cas rester ou qui sont à la Dominique, peuvent dire, non, ça c'est notre territoire. Ensuite, nous, en tant que personnes afrodescendantes, non, c'est notre territoire. Les Indiens, c'est notre territoire. Les Cyrano-Libanais, pareil. En fait, vu l'énorme migration et mélange qui s'est fait, le flux migratoire qui s'est fait, qui va revendiquer en fait de pouvoir être de souche et pas de souche. C'est pour ça qu'effectivement, comme tu dis, c'est très compliqué et que moi, je pars du principe que vaut mieux être inclusif qu'exclusif. Si on est exclusif, on ne peut pas ne pas accepter que les autres soient exclusifs. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on reproduit les mêmes mécanismes en fait, que par rapport à l'exclusion. Exact. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Messieurs, comment analysez-vous le privilège occidental ? Occidental, entre autres, surtout par rapport à l'Europe. Alors, ça revient effectivement au débat que tu as eu par rapport au génocide par substitution, où la sœur, justement, Nadia Chondril, expliquait que selon les chiffres, selon son travail, en tout cas, les chiffres ne montrent pas qu'il y a une immigration massive étrangère française en Martinique, d'accord, de personnes qui sont caucasiens en Martinique. Mais elle expliquait que par contre, il y a un génocide et que c'est ça d'ailleurs que Césaire justement critiquait, le fait que par contre, ils vont occuper massivement des postes de cadre ou des postes qui sont valorisés. Donc là, comme tu disais, là par contre, il y a quelque chose qu'il faut travailler parce qu'en fait, ils vont pas. Alors aujourd'hui, de plus en plus, ils vont occuper des fonctions qu'ils n'occupaient pas avant, mais ça n'empêche que majoritairement, les populations qui viennent d'Europe, quand ils s'installent en Martinique, ils ont certains privilèges, d'accord, et notamment dans la fonction, dans le monde professionnel. Du coup, quand on va voir effectivement, et ça, il y a une étude qui avait montré ça il y a pas longtemps, que dans des postes de cadre, c'est peut-être plus facile. Il y avait une discrimination qui se faisait envers les étrangers de type caucasien que par rapport aux Martiniquais. Ceux en tout cas qui vivent sur le territoire et qui sont afro-descendants, voilà, on va dire comme ça. Donc, et ça en fait on peut le prendre sur les Asiatiques, pareil, si un Libanais qui viennent ici, ils vont pas commencer en bas de l'échelle. Les Indiens, même, en tout cas d'une certaine, soit qui sont ici, soit qui vont venir, ils vont pas commencer à ce poste-là. Les Maghrébins, etc., etc. On a énormément d'exemples comme ça qui prouvent que en fonction de là où tu viens, tu vas pas occuper le même poste. Par contre, directement pour Haïtiens, Saint-Luciens, Dominicains, on va commencer par le bas de l'échelle. Ça va être, dans notre conscient, ça va être ça. Haïtiens, on va dire, c'est les coupeurs de coco. C'est eux, ils font ça. On va les prendre pour aller dans les champs, etc., etc. Les Saint-Luciens, eux, c'est des gens plutôt qui sont, certes, qui se débrouillent, mais qui vont être en bas. On va les considérer comme en bas de l'échelle. Et finalement, quand on va regarder les cadres de Martinique, il y aura très peu de Saint-Luciens, d'Haïtiens. Par contre, on sera surreprésenté sur les Caucasiens, les Blancs, justement, en Martinique. Donc, oui, il y a un privilège, en tout cas, qui existe et qu'il faut qu'on remette en question. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans la xénophobie et se dire, allez, tous les étrangers, on les fout dehors et c'est du n'importe quoi, etc. Il faut se poser ces questions par rapport à ça, mais je pense effectivement qu'il y a un privilège occidental. Quelqu'un qui vient avec des codes occidentaux a beaucoup plus de chances d'être valorisé par la société martiniquaise que quelqu'un qui est nos frères, par exemple, caribéens ou qui viennent du continent africain ici. Comment l'analyser ? Je pense qu'il faudrait l'analyser toujours dans cette question qui est notre fil rouge, c'est le rapport à l'autre. C'est à partir du moment où l'autre rentre dans une catégorie de notre tête, comment on agit avec lui et quel est notre comportement. Est-ce que je suis dans un comportement de soumission, d'assimilation, d'intégration, de rapport de force ? Et ainsi de suite. Il y a autre chose aussi, c'est que la Martinique n'accueille pas d'immigrés. La Martinique, d'un point de vue politique, fait partie d'un ensemble qui est l'ensemble national français,
Et donc, du coup, les personnes qui viennent ici, on ne peut pas dire que ce sont des expatriés, on ne peut pas dire que ce sont des immigrés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de critères déterminant leur possibilité d'entrer ou pas sur le territoire à partir du moment où ils ont un passeport européen. Donc, quand ils arrivent sur le territoire avec une classe sociale identifiée depuis leur lieu de provenance, nécessairement, ils vont mettre en place des dynamiques pour pouvoir se remettre à la même place, au même statut social. C'est-à-dire que si je suis sorti cadre en France, je vais chercher un emploi de cadre en Martinique. Après, là où il va y avoir un privilège, c'est dans la représentation que les individus ont de celui qui rentre en fonction de son statut social. De la perception de l'autre. Exact. Non, de notre perception vers l'autre. Exact. J'ai eu des ateliers que j'ai pu mener auprès de jeunes inscrits dans les missions locales, et je leur posais cette question sous forme d'exemple complètement démago. C'est imaginez, vous êtes dans une salle, dans une salle d'attente pour passer un entretien d'embauche. Vous êtes face à un blanc qui est en costume cravate, et vous êtes en jean polo. À votre avis, qui a plus de chances d'obtenir le travail ? Les réponses sont cinglantes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'empreinte psychologique dans certains individus qui considèrent qu'il y aura un privilège lié à la couleur de peau. Pourquoi ? Alors, il y a plein d'explications que l'on pourrait mettre sur cette table pour pouvoir expliquer ce formatage aussi. Il y a le mécanisme. Il y a le transfert des croyances, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'un jeune est bien souvent, jusqu'à un certain âge, jusqu'à 13-14 ans, le fruit des croyances de ses parents. Tout à fait. Donc, nécessairement, si après il y a des expériences de vie qui viennent nourrir toutes ces croyances, arrivé à l'âge adulte, il y a des espèces de carcans de vérité ou de certitude qui sont là et qui font que, oui, monsieur aura le job parce qu'il est blanc. Et la majorité des réponses, c'était, oui, il aura le job. Et nous, donc, du coup, dans la déconstruction des esprits, c'est dire, mais déjà, explique-moi pourquoi. Et là, quand tu entends les raisons, tu fais, OK. Maintenant, est-ce que ces raisons sont vérifiées par ta propre expérience ? Non. Est-ce que c'est vérifié par ton observation du fonctionnement de la société ? Oui. Et là, on en revient à, dans certaines administrations, dans certains types d'échelles de postes à responsabilité, on voit plus de personnes d'un certain morphotype que d'autres. Et donc, tout ça vient nourrir, tu vois, du coup, le mécanisme de peur, de rejet, de haine et de volonté, des fois, de casser le système, en fait. L'ancrage est profond. Oui, c'est dur pour nous de dire ça, parce que quand nous, on dit ça étant noirs, on a tendance à essayer de disqualifier notre discours en disant « vous êtes des enragés, vous êtes des rageux, vous êtes des wokistes, vous avez un problème avec les blancs ». Non, pas du tout. On observe quelque chose et on ne fait que constater. Et ce constat nous amène à finalement des prises de position et des opinions. Donc pour moi, je te rejoins à 10 000%, dire qu'il n'existe pas, ce sera un mensonge. On peut le constater, on le voit. On le voit de toute façon. Oui, on le voit. Économiquement, on le voit aussi. On le voit. Mais après, tu sais, je pense qu'on est les spécialistes du constat. Je pense qu'on est aussi les spécialistes du constat et qu'on s'arrête à ce plafond de verre du constat. C'est-à-dire que, OK, on constate ça, maintenant qu'on a vu ça, et que le constat est là depuis des décennies. Concrètement, individuellement et collectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se bat contre, ou est-ce qu'on construit quelque chose qui puisse permettre d'ouvrir des portes, voire même des fois de les enfoncer, ou de passer par la fenêtre, et ainsi de suite. Je pense qu'il ne faut pas utiliser le constat comme une fatalité pour essayer de finalement se circonscrire à peut-être une sorte de petite réserve où on vivrait dans un truc où il y a des palissades qui n'ont pas été mises par nous, pas érigées par nous, et qu'on ne peut pas en sortir. Le problème qui peut se passer également, c'est que tu disais au début, à travers notre méconnaissance de soi-même, tu vois, le fait d'apprendre à se connaître, également de connaître, d'aller au-delà de nos peurs. Comment on peut s'apprendre par soi-même et en même temps pas accepter, mais le fait que des personnes intègrent le pays, c'est un peu compliqué de régler nos problèmes et en même temps on vit dans une mondialisation où tout le monde est entrant dans le pays aussi.
Oui, c'est ça c'est relativement effectivement complexe, mais ça part de là, le rapport à nous et comment du coup on va avoir le rapport aux autres. Et de toute façon, étant donné la situation, ce sera toujours compliqué parce que là, il va falloir parler de comment on définit notre identité et comment on se la transmet. Et en fait, qui en est garant. Et tant qu'on n'a pas réglé ça, ça va toujours être compliqué d'avoir un rapport à l'autre parce que ça va être des trajectoires de chacun qui va analyser les choses selon sa trajectoire à lui plutôt que selon une volonté du peuple. Je ne peux pas dire aujourd'hui quelle est la volonté du peuple martiniquais par rapport à son identité. Je ne peux pas le dire. On est peut-être dans une quête, effectivement, mais je ne peux pas dire quelle est nous, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Ça, je ne peux pas le dire. C'est parce qu'il n'y a pas une entité qui a réglé ça, ou qui a en tout cas consulté le peuple et qui peut dire, OK, nous, en tant que peuple, on a décidé de faire ça. Parce que de toute façon, politiquement, c'est compliqué déjà d'avoir cette démarche-là. Donc, ça va être toujours complexe si on reste dans ce flou-là. Ça pousse un peu sur l'autre question. N'avons-nous pas récupéré des traces de comportements xénophobes des Occidentaux? Entre autres, magasins chinois, tout ça. Cette crainte, c'est toujours ça. Oui, mais on va pas se mentir, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que le racisme il faut pas l'oublier, le racisme quand même, c'est une théorie qui a été créée de toutes pièces, qui a été validée, qui a eu besoin à un moment de dépasser le fantasme littéraire ou simplement le racisme, c'est pas quelque chose qui existe depuis non. Ça a été créé par un Français, Gobineau, 1800, on est pas loin des 1860 et compagnie. Donc il faut bien comprendre que c'est une théorie qui a été en plus validée par des scientifiques qui étaient de surcroît complices de cette machination intellectuelle. Et donc et après ça s'est érigé comme un système où le capitalisme l'a utilisé et l'a récupéré pour pouvoir alimenter ce perpétuel rapport de force et surtout ce perpétuel rapport d'exploitation et de domination de l'autre. Et le cultiver également. Exactement. Donc il ne faut pas s'étonner que dans ce que nous avons vécu, parce que le racisme fait partie nécessairement de l'outil, d'un des outils de la colonisation, c'est de nous-mêmes en tant que victimes, mais pas uniquement, de cibles d'un système, c'est des fois de reproduire les déviances individuelles d'un point de vue comportemental que le système a presque imprimé en nous. Et c'est des fois très difficile de faire accepter aux individus qui se rendent compte qu'en effet, ils ne font que reproduire. Quand on dit aux enfants, nous, lors de nos ateliers, on ne va pas vous dire que vous êtes raciste, parce que dans la sphère publique, dire que c'est raciste, c'est assimiler l'homme ou la femme raciste, ou en tout cas l'individu raciste, à être une mauvaise personne. Et aujourd'hui, peu de gens, mis à part là de plus en plus, où la parole, vous voyez bien, c'est la parole raciste se libère, mais on n'a pas de personnes qui se mettent sur le devant de la scène et qui disent concrètement « je suis raciste ». Donc, là où ça devient très intéressant avec les enfants lorsqu'on leur parle, c'est de leur faire prendre conscience que dans les éléments de langage et donc de pensée et de vision du monde, ils ont des pensées racistes et donc des paroles racistes. Avec le fameux exemple « je vais chez le Chinois ». Qui te dit qu'il est chinois? Ouais, mais yo tout cassam. Non. Non, pourquoi? Parce que un Coréen, si tu lui demandes de te parler d'un Japonais, il va te dire « monsieur ne me ressemble pas », et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un. Deux, quand on leur dit « mais est-ce que quand vous allez, je sais pas moi, vous allez au marché, vous dites « je vais chez la négresse ». Est-ce que quand vous allez à la boulangerie, vous allez dire, si elle est tenue par un blanc, vous allez dire « je vais chez le blanc ». Non. Donc il y a comment dire, il y a vraiment des petits points comme ça que l'on pourrait prendre comme exemple qui nous permettent de nous rendre compte que oui, en effet, ce système, au-delà de ce qu'il a comme puissance de régir les rapports humains, il est imprimé en nous et des fois, avec les traces qu'il a laissées, nous met dans des comportements, voire même dans des paroles qui ne sont pas clairvoyantes. Bon, du coup, pour recentrer par rapport à tes activités, qu'est-ce qui, par rapport à tout ça, t'a motivé à organiser des voyages vers la Jamaïque?
Parce que en fait, la Jamaïque, de ce que l'on en connaît, c'est en dehors de certaines personnes qui ont pu avoir le privilège et l'honneur de rencontrer des ressortissants jamaïcains et d'échanger avec eux, on en connaît que l'une des principales manifestations, c'est la culture musicale. Donc la culture musicale, au travers de ce qu'elle propose en termes de sonorité, de rythmique, puis après d'imagerie, puisque il faut bien comprendre que le reggae, qui est l'un des styles musicaux les plus connus à travers le monde et représentant la Jamaïque, est arrivé à la fin des années 70 en Martinique. Il a immédiatement retrouvé la même position en termes de positionnement sur l'échiquier musical, c'est-à-dire musique de résistance, musique et puis à l'époque c'était musique vacabon, voilà, Nani, Rasta et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de clichés qui sont en plus nourris par notre manière de consommer l'information ou j'ai envie de dire, les opinions à l'égard de la Jamaïque au travers des réseaux sociaux et d'Internet. Donc notre but, lorsque nous avons fait la démarche individuelle au niveau de l'association d'aller à la rencontre de ce pays et de ses acteurs par rapport à nos activités, on s'est rendu compte que tout un tas de clichés ont volé en éclats, de préjugés. D'autres se sont confirmés, d'autres ont permis de comprendre comment ça fonctionne là-bas. Et le but du jeu, c'était de créer un pont. Donc d'emmener des Martiniquaises et des Martiniquais à la rencontre de ce pays pour rencontrer des individus, voir d'eux-mêmes comment ça fonctionne, alors en très peu de temps, mais toujours en ayant à l'état d'esprit, vous n'allez pas là en tant que touriste et donc, j'ai envie de dire consommateur, vous allez aller là en tant que voyageur, allant à la découverte d'un territoire et de toutes ses composantes. Quels sont les clichés qui revenaient assez régulièrement? Violence, le premier. C'est un pays violent. Mais alors, dire que ça ne l'est pas, ce serait un mensonge. C'est un pays violent, en effet, mais c'est une violence qui est circonscrite à certaines zones, certains types de relations entre les individus. On se retrouve pas avec des exactions comme dans certains peut-être territoires où il y a ce qu'on appelle violence gratuite. Donc oui, c'est un pays qui peut être violent, qui l'est. Dans certaines circonstances et dans certaines conditions, mais où une majorité de personnes vivent en paix. Donc ça, c'est le premier cliché qui vole en éclats. Puis après, dire que c'est un pays du tiers-monde. Bon, s'il y a un pays du tiers-monde, il y a un pays du quart-monde et il y a un pays de quoi avant. Donc il y a déjà ça aussi. Autre chose aussi, c'est ils doivent tous fumer de la ganja. Non. C'est-à-dire de l'herbe, sont tous des drogués. Après, c'est de toute façon, le dancehall, c'est quelque chose de sexuel. Non. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, chaque représentation imagée, imaginaire, stéréotypée, elle vient se confronter à une réalité lors du voyage et elle vole très souvent en éclats. J'ai des personnes qui ont fait des dépressions, mec. C'est-à-dire que j'ai une femme, j'ai son nom en tête, elle est rentrée en Martinique du voyage, elle est retournée au travail le lendemain, elle a posé un arrêt maladie direct. Elle a eu besoin d'une semaine pour redescendre, pour se réacclimater, tellement ce qu'elle a vécu là-bas l'a bouleversée en fait dans ses représentations de ce qu'elle des fois fantasmait au sujet de la Jamaïque et de sa culture en premier, mais aussi du peuple en lui-même et des individus. Toujours la perception de l'autre. Parce que comme on disait, quand tu parlais à Terre-Saint-Ville avec un ancien, il t'expliquait certaines choses. La perception de l'Européen, du Français par exemple, par rapport à nous-mêmes. Donc il y a toujours cette perception-là, ces clichés-là qui reviennent et qui nous perdent d'une certaine manière aussi. Tu vois, ça, je pense que c'est la plaie de l'humanité. C'est-à-dire cette espèce de piège intellectuel, voire même spirituel, de ne voir dans l'autre que ce que je vois en fait avec mes yeux. Et de ne pas être en capacité d'aller chercher dans l'autre en fait ce qui me lie à l'autre en fait. Soit sa part de peut-être de divinité, sa part de sacré, sa part de vivant, sa part d'intellect, sa part d'émotion, sa part de sentiments et ainsi de suite. Et pas chercher ce qui me ressemble, mais s'ouvrir à l'autre en se disant l'autre c'est pas moi. Donc je ne peux pas nécessairement aller à la recherche de quelqu'un qui va me mettre à l'aise parce que je cherche ma photocopie. Mais tu vois, tant qu'on est dans ce piège-là, et c'est ce que nous on répète aux enfants, tant que vous êtes dans ce piège-là qui se définit dans votre rapport à l'autre par rapport à certaines caractéristiques, vous allez au-devant de certaines déceptions qui sont très puissantes. Peut-être qu'on se excuse-moi.
peut-être qu'on se déshumanise d'une certaine manière man. aussi. Et du coup, ça permet justement d'aborder, c'est comment tu travailles avec les enfants pour changer du coup leurs critères d'appréciation des autres et des étrangers. Déjà, je m'intéresse à eux. Déjà, je m'intéresse à eux en leur posant tout un tas de questions. La deuxième chose, c'est qu'ils ont la possibilité aussi de voir très rapidement dans notre manière de nous exprimer et dans les questions qu'on leur pose qu'on ne représente pas une forme d'autorité. Donc, tout de suite, il y a des leviers de défense, des mécanismes individuels qui tombent. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'intéresse et on valorise ce qu'ils pensent. Peu importe ce qu'ils pensent. Des fois, il y a des paroles qui sont prononcées qui sont dures à entendre, hein, pour des enfants de 12 à 16 ans. Donc, ouais, et puis c'est la même chose quand on va au centre pénitentiaire. Il faut arriver là, et puis c'est surtout, encore une fois, avant d'aller en intervention sur le terrain, on est constamment dans une analyse, une auto-analyse. D'où je parle, qui je suis, d'où je viens, où vais-je, de quoi ai-je besoin, comment je fonctionne. Pourquoi ? Parce que ça nous permet après d'aller, quand on va dans certains endroits, de rester en alerte et en vigilance. Parce qu'on a tendance des fois à penser que puisqu'on va dans certains endroits, on va prêcher la bonne parole. Mais je te donne un exemple très simple. Dans certains établissements scolaires, tu vas avoir certains enseignants qui vont condamner la loi du talion. C'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Ils ne comprennent pas que certains individus puissent avoir, encore aujourd'hui en 2024, selon l'expression consacrée, ce genre de mécanisme qui consisterait à nourrir la vengeance et à faire à l'autre ce qu'il m'a fait à moi. Notamment dans les rapports humains entre enfants, quand il y a une bagarre, lui je vais lui péter la gueule, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je dis, mais en même temps, vous dites ça, je l'entends très puissamment. Mais qu'est-ce que ça dit de vous ? Ça dit que vous ne validez pas donc ce mode de fonctionnement ou cette vision de l'esprit. Ok. Mais maintenant, est-ce que vous vous intéressez en fait à la place et à la puissance de ce dogme dans la vie de l'enfant ? Est-ce que vous savez où il vit ? Est-ce que vous savez comment fonctionne la zone géographique où il réside ? Est-ce que vous connaissez sa réalité familiale, sociale et financière et donc économique ? Et donc du coup, est-ce que, encore une fois, votre position n'est pas une position, des fois, et bien souvent en Martinique, moi je le constate, une bien-pensance d'origine bourgeoise qui tend à vouloir lisser les comportements humains, et que si on est en deçà, on est éliminé, disqualifié. Pourquoi ? Parce que c'est exactement, des fois, le regard qui a été porté sur les formes d'action des militants. Ah ouais, mais pourquoi ils utilisent la violence ? Mais à un moment, il faut comprendre aussi, la réaction a déjà une violence initiale. Donc, ouais, je pense qu'il faut encore une fois se questionner sur qui on est, d'où on parle et à qui on parle. Et ça nous permet du coup d'avoir des résultats hyper intéressants en termes de relationnel avec les enfants, et aussi de ne pas être des magiciens, mais de les amener à, en tout cas dans le temps qui nous est imparti avec eux, de pouvoir déconstruire certaines choses. Ok, super. Du coup, comme on arrive à la fin de l'émission, est-ce que tu aurais un mot de conclusion que tu voudrais donner à ceux qui nous regardent ? Déjà, c'est de regarder Tchoupou-Tête. Ça me paraît clair, en fait. Ça me paraît très clair. À partir du moment où il y a des émanations d'intelligence collective, des essais de réflexion, des essais de création de solutions, ou des espaces d'écoute, toutes les personnes qui aujourd'hui œuvrent dans le socio-éducatif ou dans l'accompagnement ou peu importe, dans le thérapeutique et ainsi de suite, ou n'importe quel individu a cette capacité de pouvoir changer sa manière de voir le monde à partir du moment où il se questionne sur sa propre vision du monde. Et c'est en cela que la déconstruction est quelque chose de super puissant. Et moi, c'est d'un point de vue littéraire et idéologique, quand je vois le cheminement des idées de Fanon qui vont jusqu'à Los Angeles
qui inspire les Bloods et les Crips, qui inspire des grands rappeurs, qui inspire le Black Panthers Party et ainsi de suite, je me dis qu'en fait, oui, tout dépend de la manière dont j'articule ma vision du monde et que je l'applique dans mon comportement, dans mon rapport à l'autre. C'est tout. Donc, ouais, vraiment, je pense qu'on a toutes les clés à titre individuel d'être dans une révolution spirituelle. Vous avez constaté, chercher de nouvelles alternatives, y discuter, et puis prendre conscience de certaines choses aussi, apprendre aussi, parce que bon, merci encore par rapport à la préparation d'hier. Love, man. Ouais. Et puis, c'est comme ça, vous arrivez à constater, le travail s'effectue. On va encore continuer jusqu'à la fin des vacances et puis même pour la rentrée. Un petit mot, Ulrich ? Oui, le petit mot, c'est surtout par rapport à la Jamaïque. Souvent, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. On dit, nous, qu'on est afro-caribéen. Moi, je ne peux pas dire que je suis afro-caribéen. Je commence à connaître comment fonctionne Sainte-Lucie. Je commence à connaître comment fonctionne la Dominique. Bon, je suis allé en Guadeloupe, effectivement. J'ai vécu en Guadeloupe, donc là, je peux dire que je connais. Je suis allé à Porto Rico. Enfin bref, je ne peux pas dire que je sais... Si je vais, par exemple, aux États-Unis, je ne saurais pas reconnaître... Je saurais voir que c'est un Caribéen, effectivement, et eux-mêmes sauront reconnaître que c'est un Caribéen. Mais je ne saurais pas dire d'où ils viennent, pourquoi. Parce que je ne connais pas, en fait, les peuples qui vivent dans la Caraïbe, concrètement. Et ceux qu'il a dit, les clichés sur les Jamaïcains, ben oui, je les ai vus, en fait, à un moment donné. Et c'est parce que j'ai changé mon rapport aux autres que je me suis dit, en fait, il faudrait peut-être que j'aille à la Jamaïque pour savoir si, effectivement, c'est ça. Comment ils se comportent, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est la même chose pour toutes les îles. On vit dans un archipel, encore une fois. Quand un peuple, historiquement, vit dans un archipel, il est tout le temps en mouvement dans l'archipel. Et ils organisent même des fois, souvent, nous aussi on a connu ça dans la Caraïbe, des moments où les groupes se réunissent sur une île. Et ils vont tous prendre leur canawa, en tout cas pour nous, chez les peuples de la Caraïbe, en tout cas. Ils vont prendre leur canawa et ils vont se rencontrer dans une sorte de convention. Ils vont discuter, ils vont faire leur pratique spirituelle. Et là, en fait, ça leur permet de connaître, en fait, qui ils sont. Mais nous, aujourd'hui, je suis désolé, je connais très peu de personnes qui peuvent dire qu'ils sont afro-caribéens parce qu'ils ne connaissent pas finalement. Il y a certaines barrières aussi. Je dis pas le contraire. L'argent, le billet d'avion, tout ça. Soyons humbles, disons qu'on tend à être afro-caribéen, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on l'est, alors qu'on ne peut pas reconnaître les peuples qui vivent là. Qui sait en fait comment les personnes de Saint-Thomas vivent? Qui sait même qu'il y a une île qui s'appelle Saint-Thomas dans la Caraïbe? Tu vois, c'est des choses, Saint-Eustache, des choses comme ça. On va parler en fait des grandes îles, mais toutes les petites îles en fait qui perlent l'archipel. Est-ce qu'on sait comment ils vivent, qui ils sont, etc. Donc c'est des choses, en tout cas, pour moi, qu'il faut déconstruire et qu'il faut justement faire en sorte, parce que quand on parle du fait qu'effectivement, il n'y a pas de continuité territoriale avec la France, ok, mais la continuité territoriale avec les îles qui sont à côté de nous, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi c'est pas dans le débat public, en fait, on ne parle pas de ça? On continue, en fait, de mettre ça sur le côté et de s'intéresser à quand je vais aller en France. À mon avis, en tout cas, par rapport à notre histoire, posons-nous la question aussi de se dire comment je fais pour aller dans la Caraïbe. Pourquoi je vais chercher à aller étudier au Canada ou en Angleterre ou en France, et pourquoi je ne cherche pas à aller étudier avec le programme de la CARICOM et aller justement dans les îles qui sont à côté. Ça, c'est des choses, en tout cas pour moi, qui sont importantes. Et je salue en tout cas votre initiative, effectivement, de créer le pont avec la Jamaïque. Et moi, je souhaiterais vraiment qu'on puisse enfin réunir, en fait, refaire ce pont-là avec toutes les îles de la Caraïbe pour enfin dire, ouais, je suis afro-caribéen parce que là, je connais les peuples qui vivent dans mon espace. Je me permets juste de rajouter un petit truc, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Ça va dans le sens, quelle est notre capacité en fait à partir d'ici pour aller de l'autre côté, et quelle est notre capacité aussi à accueillir l'autre ici et à s'ouvrir à lui pour savoir qui il est. Parce que peut-être que je n'aurais pas la chance ou le luxe financier de pouvoir aller en Jamaïque, mais tout dépend par contre, quand il y a un Jamaïcain ici, de ma capacité à m'ouvrir à lui et de ne pas le confiner dans un stéréotype et de me dire, bon, ben, lui, c'est là, c'est ça, et je ne m'intéresse pas à son cheminement de vie, à son expérience, à sa vision de son propre territoire et aussi au regard qu'il a du territoire dans lequel je vis, qui me permet du coup, et c'est pour ça que nous on tient à faire ça lorsqu'on fait nos événements, c'est-à-dire permettre aux artistes jamaïcains d'être ici et de rencontrer la population dans des espaces de libération de la parole, où ils apportent leur vision et donc permettent aux gens d'ici de se dire « Ah, j'entends un discours au lieu de consommer des morceaux de musique. » J'ai un mot pour ça, lionnage. Yeah, man. Lionnage par rapport à tout ça, par rapport à notre communauté, par rapport
communauté, rapprochement géographique, et puis nous tous sortis dans le même calabato aussi. Hein. Donc voilà, la plupart même tout en sachant aussi qu'il y a différentes communautés. Ouais, Voilà, attention, on va pas attention. revenir, on va revenir encore. C'est ça. Il y en a qui sont Voilà. arrivés par avion. Voilà. Mais sinon, j'espère que vous avez apprécié cette émission ce soir. Pas hésiter, partagez, n'hésitez pas à le dire à vos voisins. Peut-être vous connaissez déjà. Bonne soirée à vous.